Le début d'année est souvent un moment particulier où de nombreuses personnes prennent des résolutions, se fixent des objectifs qui peuvent parfois être en lien avec l'argent, qu'il s'agisse de gagner plus d'argent, de dépenser mieux, d'économiser davantage, d'être plus à l'aise ou de se sentir plus en sécurité financièrement. Dans cet épisode et dans les 2 autres qui vont suivre, je te propose de regarder l'argent non pas comme un objectif ou un problème à résoudre, mais comme un révélateur de quelque chose de beaucoup plus profond, à savoir notre valeur personnelle. Pour bon nombre de personnes, la valeur est intimement liée à l'argent. Et derrière la question d'argent, il y a souvent une question beaucoup plus intime. Et cette question, c'est « Combien est-ce que je vaux ?» Cette interrogation ne se pose pas de la même manière pour tout le monde. Comme nous allons le voir, elle dépend de notre histoire, de notre estime personnelle, de nos expériences et aussi de la façon dont nous avons été socialisés à propos de l'argent et de la valeur. Dans ce premier épisode d'une série de 3, j'aborde la manière dont nous avons souvent été amenés à associer argent et valeur personnelle. Dans le 2e épisode, nous parlerons des différences entre les hommes et les femmes, notamment parce que nous avons été éduqués différemment à propos de l'argent et de la valeur. Et dans le 3e épisode, je te proposerai des clés pour remettre l'argent à sa juste place et restaurer sa vraie valeur. C'est un riche programme que je me réjouis de partager avec toi. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Dessous de l'argent. Je m'appelle Delphine, je suis coach de vie spécialisée dans la relation à l'argent. L'argent est encore un sujet tabou dans de nombreux pays et il peut susciter chez les gens des émotions très fortes et très variées, allant de la joie au dégoût, en passant par l'admiration, la frustration, la honte, la colère et la haine. Comment l'argent, qu'il soit réel ou virtuel, peut-il avoir un tel impact ? Que se cache-t-il derrière le Graal argent ? Dans ce podcast, j'ai à cœur de partager avec vous des clés pour nous permettre de nous réconcilier avec l'argent et de le remettre à sa juste place. Ensemble, libérons-nous des croyances et des conditionnements qui nous empêchent d'être libres financièrement. Ensemble, reprenons notre pouvoir personnel sur l'argent et exprimons notre plein potentiel au service du monde que nous désirons co-créer. Quand un bébé arrive au monde, personne ne se dit qu'il n'a pas de valeur ou qu'il a plus ou moins de valeur qu'un autre bébé. Il n'a rien accompli, il n'a rien produit, il n'a rien réussi, et pourtant, sa valeur ne fait aucun doute. Elle est évidente, elle est intrinsèque. Il est vivant, il existe, tout simplement. Et un bébé n'arrive pas au monde en pensant que sa valeur dépend du montant de son compte en banque ou de celui de ses parents, ou de ce qu'il possède. Ce n'est que plus tard que ce lien va se faire, ou plutôt s'apprendre, et qu'une confusion invisible et profonde entre valeur personnelle et argent peut s'installer. L'amalgame entre l'argent et la valeur personnelle ne naît pas par hasard. Il se construit bien sûr à travers ce qui a été valorisé ou non dans notre famille, dans notre culture, à l'école, dans la société, par la manière dont la réussite et l'argent sont perçus dans notre entourage, et il se construit très tôt dans l'enfance, dans la manière dont nous avons reçu de l'amour et de la reconnaissance. Quand un enfant se sent aimé de façon stable et inconditionnelle, il intériorise peu à peu une idée fondamentale. Ma valeur existe indépendamment de ce que je fais ou de ce que je produis. Dans ce cas, l'argent plus tard restera un outil utile, important parfois, mais rarement une preuve de notre valeur. En revanche, lorsque l'amour ou la reconnaissance sont conditionnés, rares ou imprévisibles, l'enfant apprend tout autre chose. Il comprend souvent sans mots que l'attention arrive quand il réussit, quand il se conforme, quand il répond aux attentes de l'extérieur. Et sa valeur devient alors quelque chose à démontrer et à mériter. Plus tard, à l'âge adulte, l'argent peut prendre le relais de cette logique et devenir une mesure, un repère, parfois même un substitut à la reconnaissance émotionnelle qui a manqué dans l'enfance. Cela permet de répondre à la question « Est-ce que je vaux assez ?» En fait, gagner plus, réussir financièrement, accumuler ou au contraire se priver peuvent servir à tenter de sécuriser une valeur intérieure qui est fragile. Ce n'est pas l'argent lui-même qui pose problème,
c'est la fonction qu'on lui donne, la fonction de réparer, de prouver ou de rassurer. Et derrière certaines angoisses financières, derrière certaines quêtes de réussite ou certains rapports excessifs à l'argent, il y a souvent une histoire relationnelle. L'histoire d'un enfant qui a appris que l'amour et la reconnaissance n'étaient pas entièrement acquis et qui continue, à l'âge adulte, à chercher des preuves de sa valeur, mais cette fois-ci, à travers l'argent. C'est vraiment important de comprendre que la reconnaissance est l'un des fondements de la construction de soi. Dès la petite enfance, l'enfant se construit à travers le regard des adultes qui prennent soin de lui. Être reconnu, c'est être vu, c'est tu existes, c'est être entendu, ce que tu ressens compte, et c'est être accueilli tel que tu es. Sans cette reconnaissance, l'enfant peut satisfaire ses besoins physiques, mais il va avoir du mal à développer une sécurité intérieure et une estime de soi stable. Et il peut chercher plus tard à combler ce manque par la performance, par la comparaison, par la quête de réussite ou de validation extérieure, qui peut passer par exemple par l'argent, par le statut, par le regard des autres. Un enfant qui n'a pas reçu une reconnaissance suffisante et stable peut devenir un adulte qui se demande souvent « est-ce que je vaux assez ? Est-ce que je mérite ? Est-ce que je suis à la hauteur ?» Et ça explique pourquoi à l'âge adulte, la reconnaissance sociale, la reconnaissance professionnelle ou financière peut devenir un enjeu tellement fort. Elle vient parfois réparer ou compenser un besoin fondamental qui n'a pas été satisfait plus tôt. En grandissant, si l'enfant ne développe pas une sécurité intérieure solide, sa valeur peut se mêler aux résultats qu'il obtient, aux attentes qu'on va placer sur lui et au regard extérieur. Avoir va devenir être et gagner va devenir valoir. Quand avoir devient être, ce que nous possédons, que ce soit de l'argent, des biens, une réussite visible, ne sert plus seulement à vivre, mais à définir qui on est. L'avoir cesse d'être un moyen et devient en quelque sorte une identité. On ne se dit plus seulement « j'ai », mais inconsciemment « je suis ce que j'ai ». La possession vient alors combler ou tenter de combler une fragilité intérieure. Elle donne une consistance, une preuve tangible d'existence et de valeur. Quand gagner devient valoir, le revenu, la performance ou le succès prennent le rôle d'un baromètre de notre valeur personnelle. Gagner plus, ce n'est plus simplement améliorer ses conditions de vie, c'est se sentir plus compétent, plus légitime, parfois même plus digne d'amour ou de respect. À l'inverse, gagner moins peut être vécu comme un échec intime, une remise en question de sa place ou de sa valeur, bien au-delà de la réalité matérielle. Dans cette dynamique, l'argent n'est plus neutre. Il porte un poids émotionnel énorme. Il rassure, il compare, il valide ou il fragilise. Il vient prolonger une ancienne logique, prouver pour être reconnu. Et il devient un langage pour dire quelque chose de bien plus profond que lui qui est « est-ce que j'existe assez ? Est-ce que je vaux assez ?» En général, cette confusion reste inconsciente. Elle va se manifester par la comparaison aux autres, par des émotions intenses comme la fierté ou la honte, par un sentiment d'insécurité, par la peur de ne pas en faire assez ou de ne pas être suffisant, par la crainte de manquer ou par une avidité sous-jacente. Nous commençons à croire que notre valeur se gagne, qu'elle augmente ou diminue en fonction de ce que l'on fait ou de ce que l'on ne fait pas, en fonction de ce que nous avons ou de ce que nous n'avons pas, en fonction de ce que nous donnons et en fonction de ce que nous réussissons ou ne réussissons pas. À l'âge adulte, lorsque nous exerçons un métier, finalement notre bulletin de notes est en quelque sorte remplacé par notre bulletin de salaire ou nos résultats financiers. Et nous finissons par dire « je gagne tant par mois » en ressentant intérieurement « je vaux tant ». L'argent a cessé d'être un simple outil, il est devenu une mesure, un verdict, un juge intérieur et parfois même une identité. Plus je gagne, plus je vaux, moins je gagne, moins je vaux. Quand il augmente, on se sent soulagé, seulement temporairement, et quand il diminue, le doute revient.
Et ce n'est pas forcément lié avec le fait d'aimer ou de ne pas aimer l'argent. C'est simplement parce que nous avons appris à y accrocher notre valeur. Pourtant, la valeur que nous avions à la naissance n'a jamais disparu. Elle n'a pas été perdue. Elle a simplement été recouverte de conditionnements et de croyances. Tant que ce lien n'est pas conscient, aucune somme d'argent ne suffira à nous rassurer ou à nous apaiser durablement par rapport à notre valeur. La première étape pour se reconnecter à sa valeur personnelle n'est pas de changer. La première étape, c'est d'amener de la conscience sur ce qui se joue en toi. De voir et de reconnaître comment peut-être tu te juges à travers ton salaire, à travers ton patrimoine ou à travers tes résultats financiers, comment tu te compares, comment tu te parles. Et il n'y a rien à réparer ici, il y a seulement quelque chose à reconnaître, à comprendre. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais te proposer de te poser 3 questions introspectives. La première question, c'est: qu'est-ce qui, aujourd'hui, te donne le sentiment d'avoir de la valeur? Et je t'invite à observer si l'argent y joue un rôle ou pas, et si l'argent prend peu, pas, beaucoup ou trop de place. La deuxième question, c'est: à qui as-tu parfois ou souvent tendance à te comparer? Et la troisième question, c'est: que crois-tu que ces personnes ont de plus que toi? Je t'invite vraiment à prendre le temps de répondre à ces questions et d'y revenir plusieurs fois sur plusieurs jours et de ne surtout pas répondre rapidement pour pouvoir passer à autre chose. Observe si des sensations et des émotions émergent et si c'est le cas, accueille tout cela avec douceur, avec amour, avec compassion envers toi-même. Et si tu ressens le besoin d'être accompagné, sache que je propose des séances individuelles. Je t'envoie tout plein d'amour et je te souhaite une belle introspection. Si cet épisode t'a apporté de la valeur ou si tu ressens qu'il peut être utile à des personnes autour de toi, je te remercie de bien vouloir le partager et de lui donner une jolie note sur les plateformes de podcast. Ça m'aide vraiment à lui donner plus de visibilité. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour le prochain épisode.